Bonjour Meilleur Sarfati. Bonjour Jocelyne. Je suis Jocelyne Burus, ton agent, pour organiser des expositions et présenter ton travail auprès du public. Il m'a semblé qu'il était toujours intéressant de connaître la vie d'un artiste pour avoir une meilleure approche de son œuvre. Dans cette perspective, je vais te poser toute une série de questions sur ton travail, sur une histoire personnelle, sur ta vie et sur ton œuvre, bien sûr. Est-ce que déjà, dans ton enfance, tu avais le désir de devenir artiste peintre? Tu as raison Jocelyne, souvent l'enfance c'est ce qui va déclencher les vocations. Et en fait, dans mon enfance, j'ai eu l'occasion d'avoir ce déclenchement. Si tu veux, je peux te raconter cette histoire. Ben, volontiers. Ça se passe en Tunisie, un soir d'été, je suis dans une fête foraine, ma mère me demande de choisir un ticket à la loterie, je prends un ticket, je choisis un ticket, et tout d'un coup, ce ticket gagne une sorte de trésor pour moi, une série d'assiettes style Louis XV à bord doré, mais au milieu, dans chaque assiette, la reproduction d'une peinture du peintre Millet, c'est-à-dire des paysans. Et évidemment, déjà des paysans en Tunisie, je n'en avais jamais vu, mais une assiette avec bord doré et une peinture, c'était la première fois de ma vie. Et pour moi, ça a déclenché le côté merveilleux de l'apparition d'une image. Et par la suite, il m'a semblé, plus tard j'ai un peu compris, sur le coup je ne l'ai pas compris, mais plus tard j'avais compris qu'au fond, dans tout mon travail, je recherchais ce moment un peu de magique, où l'image amène une vision, une merveille, voilà. D'accord. Et ça a été, tu vois, c'est un moment qui est très fort, mais sur le moment, je n'avais pas évidemment compris que ça allait faire De toi un artiste peintre. toute ma vie, que j'allais suivre ce moment. Alors, quelle formation as-tu suivie pour développer ton art? Eh bien, si tu veux, j'avais aussi la possibilité de dessiner, d'assez bien dessiner. Et très vite à l'école, quand tu dessines bien, tu es entouré d'amis qui te demandent des dessins, des machins. Donc, le dessin m'a accompagné tout le temps, même au service militaire. Par exemple, au service militaire, j'avais la queue devant ma chambre parce que les gens voulaient faire des tatouages. Ah oui. Et rien que le fait de pouvoir dessiner sur les corps des jeunes soldats, ça m'avait attiré beaucoup de faveur. Tu avais une certaine aura. Voilà, et donc j'ai toujours continué sans difficulté ce chemin. Ensuite l'école des beaux-arts, et ensuite le métier de peintre, de dessinateur. Et aux Beaux-Arts, tu n'as pas appris la peinture? Non, parce que mes parents, faut bien se mettre dans la tête que dans un milieu ouvrier, être artiste peintre, c'est quand même une sorte d'aberration. C'est impossible. Donc j'ai fait des études d'architecture aux Beaux-Arts. D'accord. Mais ça a toujours été la peinture. J'allais dans les ateliers de peinture passer mon temps. On va parler de ton style artistique. Est-ce que tu adhères, ou plus exactement, es-tu proche du mouvement contemporain? Aujourd'hui, pas trop. Pas trop parce que, si tu veux, il y a toute une histoire. À 20 ans, j'étais, comme on dirait, un peintre très moderne. C'est-à-dire abstrait, conceptuel, très strict, très théorique. Et sous les coups quand à 22, 23 ans, je faisais pas mal d'expos, parce que c'était un peu dans l'air du temps. Par exemple, ma dernière expo, c'était un fil de laine qui traversait la galerie. Ah oui. Avec un bout de papier blanc, un peu chiffonné, où était punaisé le départ du fil, et à l'autre bout, toujours chiffonné, un papier noir. Genre d'œuvre qu'on est tous capables de faire. Oui, sûrement, sûrement, mais à l'époque c'était très théorique parce qu'il y avait des fondements, des réflexions. Il y avait le groupe Support Surface qui était un des groupes théoriques. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire en peinture. Et j'ai arrêté. Et j'avais peut-être 24 ans. Tu as arrêté complètement? J'ai arrêté totalement. Complètement parce que c'était un peu, si tu veux, comme un vegan. Je voulais plus toucher à la peinture ni rien. Pour moi, c'était réactionnaire, quoi. Il fallait abandonner complètement la peinture. Et donc pendant quelques années, j'ai complètement arrêté la peinture. Et je suis revenu à la peinture grâce à un copain, Georges Châteaurenaud,
Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, je fréquentais beaucoup d'écrivains. On avait tous le même âge. On était tous au fond d'un milieu ouvrier, des parents de milieu ouvrier. Et aujourd'hui, ce sont des écrivains connus. Et Tu dis de parents ouvriers, mais ton père n'était pas boxeur professionnel? Oui, non, mais ça c'est vrai, tu as raison. Mon père était boxeur professionnel dans les années 30. Voilà. Il a même été champion de France Voilà. professionnel. Mais bon, par la suite, il s'est cassé la main, et puis après, il était militaire. Bref, après, il a fini, il a continué par être employé à la SNCF. Donc, je te disais qu'à cette époque, j'avais arrêté complètement de peindre, et ce copain qui venait d'avoir le prix littéraire, un prix littéraire, le prix Renaudot, m'a dit: est-ce que tu veux illustrer une nouvelle qui passe dans un journal littéraire? Alors moi, je disais: bah non, c'est fini, l'art, terminé. Et puis il me disait: mais non, mais c'est pas de l'art, c'est juste une illustration. Ça t'engage à rien. Oh, je lui dis: bon, allez. Mais lui, je pense qu'il avait une idée derrière la tête, parce que tous mes copains étaient tristes que je puisse arrêter complètement les arts plastiques. Et donc j'ai fait ce dessin d'illustration, un peu à contre-cœur, en disant: bon, allez. Ça m'a rappelé un peu aussi ma jeunesse. Et ce dessin a été pris par le journal, et le journal m'a embauché pour faire un dessin toutes les semaines. Et donc, comme j'avais besoin d'argent, c'était aussi une occasion. Et j'ai fait, je sais plus, je crois que ce magazine s'appelait, il paraissait toutes les semaines, c'était un magazine littéraire, je crois la quinzaine littéraire, ou je sais plus, un truc comme ça, qui était dans les kiosques. J'étais fier de voir mon dessin en une toutes les semaines. T'étais en première de couve? Oui, en première de couve, oui. Et donc, c'est comme ça que je me suis remis un petit peu à dessiner. Et puis, à force de dessiner, j'ai trouvé du boulot comme dessinateur de presse dans les magazines, dans les journaux. Et après, je finis par faire du dessin personnel, du dessin fantastique. Et quelques années après, je me suis remis à la peinture. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, c'est un parcours. Quels sont les matériaux que tu utilises pour peindre, pour réussir un tableau? Bah, pour le réussir, c'est pas évident de réussir. Pour le réaliser. Faut essayer. Pour le réaliser, voilà, en tout cas. Il faut essayer, parce qu'au fond, on réussit jamais un tableau. Non. Voilà. C'est toujours une tentative. Parce que comme dit un peintre, un sculpteur célèbre, voilà, c'est qu'il continue à sculpter parce qu'il n'y arrive pas. Sinon, il arrêterait. C'est pareil pour la peinture. Si on finit par un jour par aboutir à un tableau réussi, je pense qu'après on n'aurait plus envie de continuer. Alors qu'est-ce que tu me posais comme question? Alors je te posais la question, les matériaux que tu utilises pour réaliser. Ah bah, c'est œuvres. assez classique. Si tu veux, j'utilise la peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Dans Et les tout toiles, ce qu'il y a c'est de quoi? plus classique. Sur toile. Toile. Voilà, on ne peut pas plus classique. Je Oui. tends la toile, je la prépare, Oui, et mais après c'est je peins avec plusieurs couches. Voilà, mais c'est pas une toile que tu achètes. Non, comme tu ça, as ce sont raison. des Parfois, draps. je récupère des draps Voilà. ou même des tissus imprimés. Parce Voilà. que, si tu veux, le tissu imprimé a l'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose qui est en dessous de la peinture. Parce qu'au fond, quand on fait une peinture, c'est une histoire qui vient sur une autre histoire. Comme toutes les histoires, au fond, elles sont posées sur d'autres histoires. D'accord. Et dans ton travail, y a-t-il une couleur que tu aimes particulièrement utiliser? Moi, si tu veux, j'aime toutes les couleurs. Je pense que chaque couleur est passionnante. Et l'intérêt, c'est de les mettre ensemble, pour qu'elles jouent ensemble, pour qu'elles vivent ensemble. C'est un peu comme si tu me disais: est-ce qu'il y a des mots que tu préfères? Oui, il y a des mots que je préfère, mais en même temps, ils réussissent leur aventure quand ils sont bien placés avec d'autres mots. Ça fait des phrases, ça fait des poèmes. Alors c'est pareil pour les couleurs. C'est vrai que la mode est un peu à faire qu'une couleur. Par exemple, il y a des peintres qui ont travaillé toute leur vie sur une couleur. Bah Moi, je ne comprends pas du tout. Je veux dire, c'est triste de connaître qu'une chose. Enfin bon. Bah, c'est triste, ça dépend. Si, pour moi, c'est triste. D'accord. Ce fait de n'utiliser qu'une chose. Quand tu attaques une toile blanche, elle est blanche, c'est sur son chevalet, tu vas choisir une peinture ou pas? Et comment tu débutes? Eh ben, je débute un peu au hasard. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop où on va. En fait, la grande question de l'art, en fait, c'est une interrogation. D'accord. C'est qu'est-ce qui va arriver?
tu jettes un peu des choses comme ça, et puis au fur et à mesure, tu vois des choses qui vont arriver. Voilà, tout d'un coup, tu es fasciné, tu as un truc qui apparaît, et puis c'est comme une piste dans la nuit, et puis tout d'un coup, tu vois un autre truc, et tu avances. Les pinceaux, c'est un peu comme les cannes d'un aveugle, au fond. Tu tapotes pour avancer, et tu sais pas vraiment où, et puis de temps en temps, tu trouves des lieux Ouais, où il se passe quelque chose, tu vois. d'accord. Mais oui, tu commences pas forcément par le bas, par le haut, le milieu. En général, moi, je commence par le milieu. C'est Ah vrai. Ouais, ouais. Ah oui. Et après, je vais sur les côtés, mais je sais pas pourquoi, tu as raison, mais parce que c'est en face de moi, je commence par le milieu. Quand tu peins ce tableau, par exemple, euh, comment c'est venu? Enfin, je veux dire, tu t'es dit, je vais peindre les arbres, je vais peindre Oui, le mais ciel. oui, je tu as vais peindre- raison, t'as raison, c'est très compliqué en définitive. C'est pas, on n'est pas naïf. Il y a tout un savoir, il y a plein de questions qui se posent avant, mais énormément de questions. Et quand tu arrives sur la toile, il faut que tu n'aies plus de questions, que tu sais rien. Tout en sachant énormément. Sinon, c'est comme un trop-plein qui tout d'un coup va se déverser, mais tu sais plus rien. Là, par exemple, visiblement, ce qui m'intéressait, c'est quand tu vois un arbre, ça a une forme, et puis tu te dis, qu'est-ce que ça peut avoir comme autre forme? Sinon, si c'est pour le reproduire comme il est, ça n'a pas d'intérêt. Il est comme il est. Mais par contre, tu vas voir tout ce qui peut être aussi, tout ce qu'il a en plus. D'accord. Ça veut dire que le choix des thèmes, tu n'en as pas en fait. Si, j'ai des thèmes. J'ai des thèmes, tout peut être thème. En même temps, tout parle de tout. C'est-à-dire, même si tu prends une tasse de café à peindre, eh ben, ça va être un thème très fort. Une tasse de café, une bouteille ou n'importe une chaussure. Parce que chaque objet rayonne autour des autres. C'est tout un ensemble. Si tu veux, par exemple, si jamais tu peins vraiment bien une tasse de café, Oui. eh ben, au fur et à mesure, tu vas t'approcher de plus en plus de la tasse de café, D'accord. à un tel point que normalement, quand tu bois un café, le goût doit être meilleur. Ah, Tu vois le rapport, la puissance de la vue qui d'accord. peut transformer le goût et la perception du monde. D'accord. Sinon, c'est ça la peinture, c'est cette perception du monde qui te permet de le redécouvrir, de lui redonner de l'intensité, Ouais. comme un verre d'alcool, par exemple. Tu vois. De whisky, pourquoi Un pas. whisky. Voilà. Bon, quelles sont tes principales sources d'inspiration en fait? Eh ben, longtemps, bon, bah, il y a tout un processus, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, par exemple, où ça a été le nu. D'accord. Alors là, j'étais fasciné par les corps. Parce que aussi, les corps, c'est comme des paysages. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent et au fond, des désirs. Mais c'est par période ou c'est... C'est par période, c'est Ouais. des moments. Là, c'était donc le nu, le corps humain. Après, ça a été... bon, j'étais plus soft. C'était les fleurs. Enfin, Oui. ben, il y a un rapport entre les fleurs et le corps humain aussi. Hein. Les fleurs, si tu veux, c'est éphémère. C'est comme le corps humain. C'est beau, c'est parfumé et tout, mais ça se fane et ça meurt. Donc après, j'ai fait des fleurs. J'ai peint beaucoup de fleurs. Et ensuite, à un moment donné, j'ai vécu dans une forêt pendant 8 ans. Ça, c'est la période où tu as fait tous les arbres. Voilà. C'est-à-dire, Maintenant, les c'est- paysages. par Voilà. exemple. Ce qu'il y a de Ouais. bizarre, c'est la période où j'ai vécu dans la forêt. J'ai pas peint la forêt. Je peignais plutôt les nus et les fleurs. C'est quelques années après, une fois que j'ai quitté la forêt, que tout m'est revenu. Parce que là aussi, je peux raconter un événement Vas-y. un peu fondateur, qui après a complètement éclairé tout mon travail. Parce que si tu veux, on a l'enfance avec ce côté magique de l'image, mais lorsque j'ai vécu dans la forêt, j'y allais tous les jours. J'avais un chien, je me baladais dans la forêt, c'était la belle vie. Hein. Je me promenais, le jour, la nuit, enfin j'étais de plus en plus fasciné par la forêt, de plus en plus perceptif des sensations de la forêt. Pas comme un bûcheron, ni comme un connaisseur en arbres, hein, parce que je connaissais ni le nom des arbres, ni rien. C'était vraiment comme un promeneur. Et au bout d'un moment, j'étais de plus en plus attiré par la forêt. Et il m'est arrivé une expérience, une sorte de, comment on pourrait dire, de rencontre, Mystique. d'éblouissement, voilà, Mystique. voilà, mystique. Enfin, c'est un peu spécial.
c'est difficile à raconter. Oui, Parce oui, que d'abord, il faut être crédible, parce qu'on Ouais. dit c'est quoi ça et tout, mais c'est très fort. oui. C'est un peu la rencontre de tous les éléments. En L'odorat, la sensation, la lumière, Voilà. etc. Tout devient, comment on pourrait dire, éblouissant. Voilà, comme un éblouissement. D'accord. Comme pour un religieux, ça serait une rencontre avec Dieu. Je sais pas, moi je suis pas religieux. Mais c'est un peu ces phénomènes-là, mais très D'accord. très forts, D'accord. qui durent, je sais pas, quelques minutes, mais que tu oublies jamais et qui va poursuivre toute ta vie cet instant de bonheur absolu. D'accord. Tu as peint combien de tableaux avec les arbres? Bah après, bon, Parce que tu les as peints voilà, après la forêt. si tu regardes tous mes tableaux d'arbres, parlent de cet événement. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la forêt, il y a comme un chemin que tu peux prendre qui va t'amener quelque part. Donc, tous les chemins de la forêt peuvent mener à cet endroit. Donc, chaque fois que tu es dans la forêt, tu es comme presque en voyage vers ce lieu. Et tous mes tableaux parlent de ça. D'accord. C'est-à-dire ce moment où la forêt vient, il se passe quelque chose Oui. et Donc dans tu le n'as pas peint, bonheur, tu voilà. n'as pas peint tes tableaux en ayant un chevalet dans la forêt et Non. tu peins, Non, non. tu peins sans Oui, images. voilà. Je Tout est peins, enregistré voilà. et- Ouais, quand je Et rentre c'est dans pareil pour l'atelier. toutes tes œuvres, tout est enregistré. Non, Comment non, ça se non, passe? non, parce que parfois c'est bien aussi d'avoir l'objet à côté de soi. Par exemple, dans les natures mortes, parce que je peins Oui. aussi des natures Oui, mortes, oui. et c'est le même phénomène que dans la forêt. Quand tu regardes une pomme, au bout d'un moment, Oui. il y a toute une manière de regarder, de se mettre en relation avec la pomme. Peindre, c'est ça. Mm. C'est se mettre en relation avec l'objet de manière à ce que tu entames un dialogue avec l'objet. Mais oui, c'est ça, tu peux dialoguer avec une pomme. Et puis, D'accord. tellement que tu la questionnes d'une manière, comment dire, une certaine manière ouverte, eh ben, elle va te répondre quelque part. Elle va te répondre par sa forme, par sa couleur. C'est une manière d'expression. Et très vite, la pomme, elle va te parler aussi de la lune, et des astres, et de l'espace, et du temps. Oui, c'est pour Et- ça que parfois on voit la lune avec un objet, enfin une nature morte, Oui, on va voir voilà, tu as la tout lune à fait apparaître. raison. C'est que tout d'un coup, il peut y avoir une correspondance entre cette pomme qui est là devant toi, Hein. et puis tout d'un coup, la Lune et d'autres planètes lointaines. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que grâce à la peinture, tu vas créer ces relations. C'est-à-dire que tu n'es plus seul, tu es en relation avec toutes les choses du monde. Oui, oui, c'est ça. Et l'artiste, il permet cette relation. C'est une sorte de petite passerelle entre la personne qui regarde la peinture et le monde. Mhm. C'est pas une peinture, c'est ça. C'est pas fait pour juste être décoratif, être joli Mhm. c'est vraiment quelque chose qui doit te permettre de vivre mieux. Quand j'ai des amis malades, par exemple, j'aime bien leur amener une peinture. Ah oui, on Je l'a vu pense, l'autre voilà. jour, parce qu'on Je pense est allé que ça peut filmer. soigner. Effectivement, tu avais un de tes amis Oui, malade, tu étais en train de. oui, c'est tu ça qui avais est fait une triste. esquisse Oui, et oui, puis c'est ça qui est- on Enfin, t'a c'est vu heureux en peindre. même temps. Oui. Hum. Oui. Alors, mais ça va pas les soigner, Non. les garder vivants. Non, mais. Mais ça va donner, comment dire, de l'espoir. D'accord. Parce que je pense qu'on peut garder de l'espoir jusqu'au dernier souffle. Espérons en tout cas, parce que je ne suis pas à mon dernier souffle. Mais j'espère que ça donne de l'espoir. D'accord. Donc tu vois, je ne suis pas pour une peinture désastreuse. Parce que c'est vrai, c'est en même temps intéressant. Tu as des peintures qui te font prendre conscience des souffrances humaines, des drames humains, des guerres, des maladies, des conflits ou des relations amoureuses terrifiantes. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est Terrifiante. plutôt un peu comme Raphaël. C'est le peintre Raphaël. C'est plus le côté d'encourager à vivre, d'encourager à aller vers une sorte de joie intérieure et des bonnes relations entre les gens. Alors, aujourd'hui, dans l'art contemporain, la mode est pour les artistes peintres de réaliser de très grands tableaux. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Je veux dire, mais l'intérêt aussi, si tu veux, c'est de pouvoir faire grand et petit. C'est un peu comme les chanteurs d'opéra. Ils peuvent monter leur voix très haute et en même temps très basse. Parce que, si tu veux, c'est bête de n'avoir qu'une option. Je pense les grandes peintures, c'est pas mal, mais c'est difficile à vendre.
Qui va mettre une peinture de 2 mètres sur 3 chez lui? À part les institutions, mais il faut être bien avec les institutions. C'est-à-dire, si tu es bien avec les institutions... Ou les galeries. Ou les galeries, mais les galeries, il faut qu'elles les vendent. Oui, c'est ça. Ça a des gens très riches, qui ont des très grandes maisons. Mais moi, j'aime bien aussi les grandes, parce que ça te donne le corps... exprime davantage parce qu'il peut se déployer, il bouge, bref. Et les petites, c'est beaucoup plus intime. J'aime bien aussi les petites. Parce que regarde la peinture flamande, par exemple. Il y a une bouteille, il y a un oignon, puis tout d'un coup, c'est extraordinaire. C'est comme des tableaux, il y a le temps qui est concentré. J'étais dans une expo il n'y a pas très longtemps en Allemagne, et il y avait des peintres modernes, justement, avec des très grands formats énormes, des couleurs vives, sauvages, barbares, puissants. Et puis, à côté, il y avait une petite salle où il y avait quelques peintures de peintres flamands. D'accord. Puis, tout d'un coup, tu voyais qu'ils étaient 1000 fois plus forts, que tout le reste, c'était du bavardage, etc. Et que là, tout était concentré, il y avait une présence. Et puis, tout d'un coup, tu te dis, pendant des siècles, il y a des gens qui ont préservé ce tableau. Ils sont passés ce tableau de main en main, c'est que ça avait de l'importance. Ils ont sauvé ce tableau et qu'elle est là devant toi. Et tout d'un coup, tu vois toute cette humanité en même temps que ce tableau. On peut se poser la question de savoir, lorsqu'un tableau fait 4 mètres de haut sur 6 mètres de large, comment on arrive à peindre? Sur quoi ils vont mettre leur toile? Sur quoi ils mettent leur toile? Bon, ça ne concerne pas forcément, mais j'aime bien savoir. Non, c'est une histoire technique. Il suffit d'avoir un grand châssis, des échelles. Oui, et ça. Souvent, les grands tableaux qu'on voit dans les expos, c'est fait par une armée de petites mains. Ah, oui. C'est pas l'artiste qui va peindre tout ça, il se fait aider. C'est pas mon cas. Non, d'accord. Oui. Je n'ai ni succès, ni grand musée où sont mes œuvres. Je suis resté tout à fait en dehors de... D'accord. Alors on a parlé des arbres, bien sûr, des natures mortes. Il faut quand même préciser que tu as diversifié ta peinture en réalisant une série de tableaux sur d'autres thèmes, tels que les fleurs, par exemple, des portraits, bien sûr. Et n'oublions pas ta période de dessin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, tu as fait beaucoup de dessins. Pendant des années, j'ai fait que du dessin. Et des grands dessins, à la plume et à l'encre de Chine. Oui. Mais bon, il faut avoir une patience, il faut être jeune. Il faut avoir une patience de fou pour faire ces dessins. Parce que tu mets des semaines à faire un dessin. Oui. Et bon, à l'époque, j'aimais bien. Mais bon, j'ai abandonné ça, c'est trop long. Oui. Et puis j'en ai plus, tout a été vendu. Oui, je me souviens que tu avais fait le thème de La Fontaine, oui, Jean de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, tu avais illustré. Oui, c'est vrai. Tu n'as plus ça Non, mais j'enseigne le dessin. Oui, alors tu enseignes le dessin, je sais. Tu as créé... Enfin, le dessin, pas classique. Hein. Non. Tu as créé une méthode. Voilà. Ça s'appelle l'art du geste. L'art du geste, voilà. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est une déconstruction des gestes du dessin. Parce que quand tu vois l'enseignement du dessin qui est capital, par exemple les Chinois, les princes chinois, l'empereur et tout, demandaient à ses officiers, à ses ministres de savoir dessiner. Tu vois, aujourd'hui ça paraît bizarre, on dit pourquoi, etc. Mais parce qu'ils avaient tout à fait compris que quelqu'un qui sait dessiner, c'est quelqu'un qui sait voir. Et donc, l'importance du dessin pour comprendre le monde qui nous entoure, eh ben, moi, dans mes cours de dessin, c'est ce qu'on développe. C'est-à-dire comment regarder un objet et comment rentrer en relation avec lui pour bien le voir. Et du coup, cet objet, si tu dessines une théière ou n'importe quoi, si tu la dessines avec une technique du regard, de la main, du corps, etc., une liberté aussi d'expression, eh ben, elle va résonner et tu vas vraiment la voir. Et tu vas te rendre compte que quand tu rentres chez toi, avant tu ne la voyais pas, d'ailleurs tu ne voyais rien, tu voyais l'ensemble, mais pas l'objet. Quand tu rentres chez toi, tu vas voir que cette théière, tu la vois, et comme tu la vois, c'est comme ton regard s'appuie sur ce que tu vois, et tu vas voir le reste autour. C'est-à-dire en la dessinant, tu as enrichi ton monde de présence au monde d'une manière extraordinaire. Tu as fait travailler ton imagination, en fait. C'est l'imagination aussi, Oui. mais surtout la présence de cet objet. Parce que le drame humain, c'est que on rate la présence des choses.
on rate notre présence au monde, on s'oublie, on sait pas. Tandis qu'avec le dessin, au moins, ça aide un peu. Toi, tu es persuadé que, enfin tu me l'as déjà fait comprendre, qu'on peut très bien ne pas savoir dessiner et dessiner. Bah, bien sûr. Voilà. Le pire, on a cru que le dessin, c'était fait pour bien dessiner. Ce qui est absolument faux. Le dessin, c'est pour apprendre à regarder, à voir. C'est la chose principale. Parce que souvent, les gens sont dégoûtés du dessin, parce que les cours de dessin, c'est la punition. C'est-à-dire que le prof, il va te corriger sans cesse sur tes fautes. Donc, tu vas avoir une appréhension, tu ne pourras jamais rentrer en contact avec les objets ou le modèle. Tu vas vivre toujours cette peur. Voilà, mais bon. Pour peindre, il faut être solitaire. Ah non, pas du tout. Ben, quand tu peins, bien sûr, mais il faut être avec le monde. Voilà. Si tu peux, bah, évidemment, hein, parce que des fois, tu as des moments de solitude. Mais oui, il faut Non, mais je veux dire rencontrer par des là, gens, quand d'autres peintres aussi. C'est énorme, parce que Oui. un peintre, c'est quand même le lien avec tous les autres peintres. Par exemple, un peintre peut très bien ressentir des tableaux. Par exemple, il y avait Dürer. Dürer, il voit arriver des trucs incas. Ils en avaient rien à foutre, les Hollandais. Hop, ils mettaient ça pour faire fondre l'or. Mais lui, il voyait bien que c'était des œuvres d'art. D'accord. Parce que l'intérêt d'une œuvre d'art en plus, c'est qu'elle te met en connexion avec les autres œuvres d'art. C'est pour ça qu'un artiste, il doit être instruit. Si tu veux, on dit oui, ça peut être comme ça, spontané. On dit Van Gogh, mais Van Gogh était hyper instruit. Il n'arrêtait pas d'étudier les autres artistes et Oui, tout. c'est vrai. Oui. Et c'est ça l'intérêt. Mais hier, comment vois-tu ton avenir artistique? C'est une sacrée question, ça, parce que l'avenir, qui peut le prédire? Mais disons qu'apparemment, je continuerai à peindre, déjà, à essayer de ne pas trop m'éloigner de l'objet, c'est-à-dire ne pas devenir abstrait, parce qu'à chaque instant, on a envie d'être abstrait. C'est plus simple, je veux dire, se dégager des choses du monde. Mais je pense que je vais quand même essayer de continuer. Je ne sais pas, j'espère un jour trouver, mais je peux dire que j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir trouvé, sinon que d'avoir passé des moments très vivants, très forts dans ma vie, et je regrette absolument pas d'avoir choisi ce métier de peintre. Je conseillerais même à tout le monde de choisir ce métier qui est extraordinaire. C'est consacrer sa vie à essayer de vivre, ce qui est pas mal. Bien sûr. Voilà ce que je peux dire sur que sera l'avenir. Je ne vais pas dire que l'avenir, c'est l'Alzheimer et l'EHPAD. Ah, tu peux toujours peindre à l'EHPAD. Oui. Je te remercie beaucoup, Médère, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bonne continuation. Merci Jocelyne pour cette interview.